Voilà. Monsieur Daniel, ça va bien? Ça va très bien, François. On sort tranquillement d'un certain confinement, donc il y a une amélioration un peu, là, ça fait du bien. Alors oui, ça va bien. Et toi? Ça va pas pire. Moi aussi, on est tous en confinement, là, fait qu'on en profite. Moi, j'en profite pour étudier, passer à travers mes vieilles photos. Puis, je travaille aussi sur un projet intéressant ces jours-ci, là, que je vais parler de ce projet-là plus tard, là, mais Ah, mais là, je me préparais à t'interroger, là. ben, tu peux me poser quelques questions, là. Au moins pour me mettre l'eau à la bouche, François, là. Sur quoi tu travailles là, dans ton petit coin de pays? Ben, écoute, moi, je suis en train de travailler avec un ami à moi qui est un écrivain, puis il est en train d'écrire un livre sur un fascinant personnage qui a voyagé, qui a bourlingué un petit peu en Asie pendant les années 40. Puis pendant ses recherches, ben, il a ouvert un paquet de photos, notamment qui ont été prises en Chine. Donc, je suis en train de passer à travers toutes ces photos-là des années 40 qui ont été prises en Chine. Je les numérise, puis j'ai un projet de peut-être de livre, là, puis d'exposition avec ça, mais c'est vraiment fascinant. Euh, Tu connais mon amour pour la Chine. Oui, qui Donc, est assez évident. ouais, Oui. alors pour moi, c'est un projet qui est vraiment intéressant pour moi. Alors là, présentement, tu numérises ça ou tu regardes toutes ces images-là, tu fais une sélection? Oui, c'est ça. Je suis en train de faire une sélection puis les numériser. Mais il va y avoir beaucoup de travail à faire aussi au niveau de nettoyage là, des photos. Mais Oui. c'est assez intéressant. Puis, si je peux vous montrer, les films sont très, très vieux. Puis là, ça, c'est juste des retailles de films que j'ai. Mais les films sont très vieux et sont roulés. Donc, impossible de les dérouler. Tu sais, dès que je les déroule, tu sais, ça roule. Donc, j'ai été obligé d'installer une vitre sur mon scanner. Puis, c'est un peu plus long là, comme processus, là, mais c'est Oui. intéressant. Ça. Avec quelques anneaux de Newton, j'imagine, qui viennent se Ben, ajouter. étonnamment, la vitre que j'ai prise, j'ai pas ce phénomène-là. OK. J'ai été Ah, ben, tu me chanceux. donneras ton truc parce que moi, je n'ai jamais été chanceux avec ça. Bon, mais je te donnerai ma vitre quand j'aurai fini. OK. Tout simple. Ben, c'est un super projet. J'espère qu'un jour, tu vas nous montrer un peu quelques-unes de Ouais, ces j'ai images. bien hâte de partager ça avec vous. Puis toi, Ouais. Daniel, de quoi? Qu'est-ce que tu as fait cette Ben, semaine? moi, c'est sûr, je vous présente toujours quelques livres, mais tranquillement, je prépare un petit projet shooting personnel avec une chambre 5 par 7 là, qui devrait se faire dans quelques semaines sur la Côte-Nord. Fait que je vous reviendrai certainement éventuellement avec ça. Mais l'idée de travailler avec la chambre photographique me plaît beaucoup parce que je prends le temps de m'arrêter tout d'un coup puis de faire les photographies une à la fois pour arriver à quelque chose qui est un peu différent là, comme approche. Alors que pour les gens qui me connaissent bien, savent très bien que j'ai passé toute ma vie avec un petit 35 mm dans les mains, là, avec une focale fixe, à photographier à gauche, à droite, à peu près tout ce que je pouvais faire de photographie de rue. Alors, de me retrouver avec une grosse caméra, qui n'est pas une field d'ailleurs, c'est une toute autre affaire. Mais c'est quelque chose que j'adore faire. Puis, bien sûr, ben, j'ai regardé un peu dans ma bibliothèque Ouais. quelques livres, puis j'ai eu envie de vous présenter cette semaine deux livres de photographes québécois. C'est étonnant de voir, de réaliser jusqu'à quel point, au fil des décennies, il y a beaucoup de livres de photographie qui ont été faits ici au Québec, puis on ne s'en rendait pas compte. Donc, le premier de Jean Lagacé, Jean qui était médecin au nord de Trois-Rivières, dans les frères Saint-Jean-des-Piles, et qui a fait toute une série d'images sur le foyer des Piles, qui était un hôpital privé temporaire qui accueillait des gens. Jean, c'est quelqu'un qui a travaillé réellement dans l'esprit des photographes humanistes. Et je le trouvais intéressant de le présenter ce soir, compte tenu de notre invité, Martin Tremblay, parce que je pense qu'on est un petit peu toujours dans la même veine. On utilise la photographie, on investit la photographie pour parler de l'être humain au travers de ça. Alors, le livre de Jean Lagacé est publié aux éditions Cayenne il y a quelques années. Jean est décédé aujourd'hui.
Et puis, il reste son œuvre comme telle. Possible, si les gens qui sont intéressés, oui, bien sûr, on peut le consulter à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou communiquer directement avec les éditions Cayenne pour en faire l'acquisition. C'est un petit livre qui en vaut vraiment la peine. Superbe qualité d'impression également. Ouais, les photos du début sont assez impressionnantes. Hein? C'est assez. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est quelqu'un qui a pris le temps, qui a travaillé presque. Je crois que l'ensemble du livre a été fait avec un appareil de moyen format. Ah ouais. Donc, il a pris le temps de faire son travail, puis on sent qu'il y a un lien indéniable entre lui et les sujets photographiés. C'est à voir réellement, sincèrement. Puis, ce sont des livres qui sont peu connus. Hein. Ce ne sont pas des livres qui ont été publiés à grande échelle, à grand tirage. Je pense que ça vaut réellement la peine de prendre le temps de s'arrêter et de regarder ça, parce que c'est une approche photographique qu'on ne voit pas toujours autant aujourd'hui. Et j'ai un deuxième livre d'un autre photographe québécois, beaucoup plus jeune, je me disais, qui est Frédéric Séguin, Réplique. Frédéric, qui m'est arrivé un jour à l'époque où on avait le Photo Café à Montréal, que Daniel Morel avait ouvert, et puis qui me dit, bon, ben écoute, j'ai fait un livre et tout ça, est-ce que tu as vu mon livre? Puis il me montre son livre. Et puis finalement, je choisis de l'acheter parce que c'est un coup de cœur pour moi. Je trouvais que c'était excellent. Et ce que j'adorais dans ça, c'était de réaliser que j'avais devant moi un jeune photographe d'une trentaine d'années, qui en a 32 aujourd'hui, je lui ai demandé ce matin, et qui réellement a choisi d'investir toute son approche photographique sur le reportage, sur l'humanisme, et qui semble définitivement dédier sa vie à ça. La qualité des compositions est excellente aussi. Alors, un autre livre à voir qui est publié aux éditions Sanger. Je ne sais pas si les gens me voient tout à fait sur la caméra, mais réellement à voir. Un livre qui est d'une grande sensibilité humaine. Voilà, ce sont mes deux suggestions pour la semaine. Excellent, merci beaucoup. Puis ce soir, on a une invitée spéciale, Martin Tremblay. Si tu veux le présenter un petit peu, s'il te plaît. Martin Tremblay, je sais que je vais oublier des tas de trucs sur Martin Tremblay. Photographe à la presse, oui, bien sûr. Le travail de Martin dépasse les frontières. Ça a été les soldats en Afghanistan, ça a été le Grand Nord. Puis, bien sûr, dans le contexte actuel, on parle du COVID. Alors, Martin est quelqu'un qui a réussi à s'approcher, malgré les difficultés que ça représente un peu de certains lieux comme les CHSLD, de pouvoir travailler sur ça. Et qui, dans le passé, a été lauréat de plusieurs prix, Antoine Desilets, donc en 2015, 2016, 2017. J'ai peur d'en oublier, Martin, si j'en oublie, pardonne-moi. Donc, on a affaire à un photographe de grand talent. J'ai regardé l'ensemble du travail. Ce sont des images de Martin que j'apprécie depuis plusieurs années, d'ailleurs. Alors, voilà, et on parle là-dessus. Donc, bienvenue, Martin. Merci. Martin, parle-nous un peu de ta réalité actuelle, parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu as couvert le COVID-19 depuis le début de cette réalité-là, tant sur la rue que dans des lieux plus fermés un peu, comme les CHSLD. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça un peu, de cette approche-là? En partant, c'était vraiment spécial parce que moi, habituellement, je suis juste témoin des événements. Tu sais, notre travail à nous, c'est pas on prend pas parti, on n'est pas, si je m'en vais couvrir la famine au Niger, je vis pas de famine. Je couvre la famine, je reviens chez nous et le cours normal des choses continue pour moi. Ce qui est toujours aussi ce qui pose beaucoup de difficultés morales quand on trouve des sujets difficiles à l'étranger. Mais cette fois-ci, j'étais à la fois une victime de la COVID, puis là, on revient 12 semaines en arrière, où là, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. La société arrête, on n'a plus le droit de sortir, les rues sont désertes,
Et nous, à la presse, on a évacué littéralement la salle de rédaction et on se retrouve à la maison. Alors, on doit commencer à travailler, mais on doit aussi gérer une nouvelle vie familiale, un nouveau contexte social. Fait qu'on était à la fois journaliste, témoin et victime, en quelque sorte, de cette crise. Alors, au début, je dois dire, ça m'a un peu figé. On fait quoi avec ça? C'est un virus invisible, puis il est comme plus ou moins arrivé. Fait que nous, on travaille, les photographes, dans ce qui est visuel, naturellement. Donc, puis en photojournaliste, on travaille aussi avec les symboliques. Qu'est-ce qui symbolise une crise? Qu'est-ce qui va symboliser les difficultés de ça, tout ça? Et alors, à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il n'y avait pas de victimes encore vraiment. On parlait de peut-être 1 ou 2 morts. Là, je vous ramène vraiment au début. On te demandait, au fond, de photographier une réalité invisible. Une chose qui n'était pas tout à fait arrivée. Fait que ça m'a pris un petit bout de temps, ça nous a pris un petit bout de temps à se mettre en marche. Fait qu'au début, on a commencé il y avait 3 points à Montréal. Il y avait 3 points principaux. Il y avait une clinique temporaire à Place des Spectacles qui était visuellement super impressionnante. Fait on a commencé à couvrir ça. Moi, je me suis rendu une première fois là-bas. J'ai fait quelques photos. Ça a été publié dans la presse, naturellement. Ensuite, ils ont ouvert une clinique dans l'hôpital fermé, qui était l'hôpital, je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire sur des fins, là, et Clark, à l'Hôtel-Dieu, l'ancien hôpital Hôtel-Dieu. Il y avait du monde qui faisait la file dehors avec des masques, ils revenaient de voyage. Essentiellement, c'était ça. Mais moi, mon travail, je suis à l'équipe d'enquête de la presse. Donc, nous, notre job, c'est de sortir un peu de l'actualité brûlante, là, le breaking news, d'essayer de développer quelque chose de plus big picture, là, plus grand angle, essayer de trouver un angle que les autres n'ont pas. Et là, à ce moment-là, ben, on a commencé à fouiller et c'était pas évident. Là, on s'entend que dans les premières semaines, toute l'histoire des CHSLD n'existe pas. Le virus n'était pas encore rendu là. Il ne faisait pas de dommages encore. Fait que, au début, c'était pas facile. Donc, initialement, au fond, tu avais un peu on pourrait dire des signes extérieurs qu'on pouvait voir, les rues qui sont un peu plus désertes et tout ça, mais tu revenais sensiblement toujours à quelque chose d'un peu invisible, un certain vide. Absolument. Fait que là, ce qu'on a commencé à penser, c'est on a eu une première info. C'est une journaliste qui pose enquête qui nous a dit à Laval, il y aurait un CHSLD qui a 17 morts. Ah, j'ai dit, OK, je vais me rendre. C'était comme en début de soirée, il faisait froid, fin mars. Et je me suis rendu là et je pense que plus tard, on verra la photo. Puis, il y avait un journaliste de Radio-Canada qui faisait un direct et un CHSLD. Fait qu'essentiellement, je m'en allais faire une photo d'une bâtisse. Mais j'ai dit, je vais attendre. J'ai attendu de longues minutes, presque 1 heure. Et d'un coup, il y a un camion de Urgel-Bourgie qui est arrivé. J'ai fait, ah, Urgel-Bourgie. Il va se passer de quoi de bon, je suis sûr. Un deuxième camion, un troisième camion. Et là, c'est à ce moment-là qu'après 30 minutes, ils ont sorti les premiers corps. Fait que là, j'ai été le premier photographe à prendre des victimes décédées, à être transportées vers la morgue. Alors là, pour moi, ça a été un déclencheur. C'est vraiment là, à ce moment-là que mon reportage COVID a commencé. C'est quand on a commencé à avoir des morts, là, je me suis vraiment dit, maintenant, ce n'est plus invisible. Maintenant, c'est concret. Il y a des victimes, puis il y en a beaucoup déjà d'un coup. En une journée, on en avait 17, mais on ne savait pas qu'il y en avait 17 dans un autre CHSLD, puis dans un autre. Et là, c'était parti. Et, il y a eu une explosion. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais accès à ces CHSLD-là pour faire ton travail?
Là, tout de suite, ma collègue Gabrielle Duchesne et moi, on s'est mis en équipe et on s'est dit qu'il faut aller dans un CHSLD. Et c'était la course qui allait avoir le premier un accès au CHSLD. Je le sais que j'ai des copains du Devoir qui essayaient, du Journal de Montréal et de Radio-Canada. Beaucoup de monde essayait de rentrer au CHSLD, faisait des demandes et c'était systématiquement refusé partout. Donc, on avait accès aux corps qui sortent des CHSLD et ils ont changé leur méthode après. On l'a plus ou moins revu après ça. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites au travers des fenêtres. C'est l'accès qu'on avait. Mais on n'avait pas accès à l'intérieur. Ça a pris des semaines de négociations, de refus, on a écrit des lettres, donc, toute la presse, tout le réseau de contact des journalistes de la presse travaillait à essayer de trouver quelqu'un qui nous donnerait accès au CHSLD. Et ça a été finalement un CHSLD privé de Laval qui a appelé une journaliste qui est Ariane Lacourcière, journaliste à la santé de la presse, qui a dit « Tu voudrais-tu venir à l'intérieur de nos murs faire un reportage? » Elle ne pouvait pas se rendre pour des raisons familiales. Elle m'a demandé à moi et Gabriel si on voulait se rendre. Et on a eu accès en premier, c'était un scoop. On a eu accès au CHSLD. On a pu documenter ce qui se passait là-bas. Si tu nous permets, Martin, on va regarder un peu quelques-unes de ces photographies-là que tu as réalisées dans le cadre de ce travail-là, du COVID et tout ça, pour pouvoir continuer à en parler et permettre aux gens de poser des questions aussi par après. François, qui est notre technicien de service, alors quand il y a des erreurs techniques qui se produisent, c'est de ma faute. Ta faute, c'est pas de la mienne. Ouais. Dans le fond, l'image qu'on voit de Montréal, c'est une série que j'ai faite, qui a été publiée la fin de semaine dernière, qui s'appelait « La bataille de Montréal contre la COVID-19 ». Le travail que je vais vous montrer là, c'est une partie du travail qui est en cours, qui n'est vraiment pas terminé. Je retourne 3 jours en reportage la semaine prochaine sur la COVID. Je ne peux pas vous dire quoi exactement parce qu'à la presse, on garde nos trucs un peu secrets avant publication. Et c'est un travail que je vais continuer. Mais en fait, le titre de travail du reportage en ce moment, c'est ça, c'est la bataille de Montréal contre la COVID-19. En fait, ce que j'ai essayé, c'est de créer une ambiance. C'est au-delà des morts, au-delà des soins de santé en CHSLD. Je voulais avoir l'ambiance, je voulais avoir ce virus qui plane au-dessus de nos têtes dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui fait des victimes, qui on ne voit pas, c'est comme on dit, la COVID-19, c'est un petit calice, il est très, très, très contagieux, il s'attaque aux plus faibles, il s'attaque aux milieux les plus faibles aussi. Fait que j'ai voulu créer une ambiance un peu sombre. J'ai travaillé beaucoup de soirs à la tombée de la nuit. J'ai des photos du jour. C'est pas un travail qui est fini, c'est pas un reportage qui est fini. Là. Vous voyez un travail en cours. Je vais profiter de l'occasion pour avoir vos commentaires pour m'aider à peut-être à améliorer ce reportage. J'aimerais ça que tu nous expliques, Martin, quand tu partais pour faire le reportage, est-ce que tu as eu des briefings de quelqu'un, puis comment tu te préparais là, sanitairement, là, si je peux dire, là, pour faire ça? Pour ma sécurité? Oui. OK. On est allé dans une formation donnée à des futurs aides bénévoles dans les CHSLD. Cette formation-là nous apprenait à mettre un masque, comment se laver les mains, comment mettre et enlever un équipement de sécurité. C'est super compliqué parce que si ton équipement est contaminé, tu ne l'enlèves pas de la bonne façon, bien, tu vas te contaminer en l'enlevant, fait que l'effet de la protection va être annulé. Fait que comment le virus
se propage, etc. Il y a 24 types de virus à la COVID-19 et les 24 souches différentes vont pas ils sont différents par rapport à leur façon qu'ils vont contaminer les gens. Martin, tu as photographié dans diverses conditions, tu as photographié l'Afghanistan, quelque chose qui m'impressionne énormément. Est-ce que tu avais peur avec le COVID? Zéro. Pas du tout. J'étais confiant. Ma peur, c'était d'amener ce virus-là avec moi puis de le transmettre à d'autres personnes. Puis moi, c'est encore ça aujourd'hui. En tant que photographe, j'ai jamais arrêté de rencontrer des gens parce que c'est ça la nature du travail. Et j'ai vraiment peur d'être porteur un jour, de contaminer du monde à cause de moi, de faire des victimes. C'est vraiment ça ma peur. Mais moi, l'attraper, ça ne me fait pas peur. Ce serait vraiment de devenir un agent contagieux. Je ne sais pas comment le dire, mais un agent de contamination. Un vecteur, au fond, j'ai envie de te dire, c'est tout à ton honneur comme crainte, parce que si tout le monde avait la même crainte actuellement, on aurait peut-être un peu plus de contrôle aussi sur ce virus-là. Oui, mais c'est un virus qui est vraiment contagieux. Hein? Ouais. On l'oublie et on ne le dit pas assez souvent, mais il est ultra contagieux. Il est vraiment sournois. Moi, j'ai été en CHSLD où il y a eu beaucoup de contagion chez les employés et ils prennent des mesures d'exception, voire, tu dis, c'est un peu exagéré. Malgré ça, ils se contaminent entre eux. En fait, les photos que vous voyez là, d'ailleurs, je voulais remercier tout le monde d'être présent à cette rencontre-là. C'est vraiment apprécié que vous soyez là. C'est le fun. Les photos que vous voyez là, en fait, c'est vraiment, j'ai remonté le fil. C'est pas moi qui le fais à la presse. À l'équipe d'enquête, on est parti presque du cas zéro. Le cas zéro, le cas zéro, c'est une femme qui arrivait d'Iran. Mais cette femme-là n'a pas fait de contamination. Le cas qui a contaminé Montréal, c'est une personne de la communauté juive, mais pas hassidique. Ça n'a aucun rapport à la religion ici, mais vous allez comprendre pourquoi je le nomme, qui arrivait de New York et qui allait assister à un grand mariage dans une synagogue de Westmont. Il y avait plusieurs centaines d'invités. Et ça, le mariage a eu lieu le 13 mars, jour que François Legault a annoncé qu'on se mettait en confinement. Le 13 mars, le 12 mars, le type arrive de New York, il est contagieux, il fait une virée dans les bars de Montréal. Ensuite, le lendemain, il participe à ce grand mariage. Et là-dedans, il y a des personnes âgées qui vivent dans 2 CHSLD. Les King David, dans Côte-Saint-Luc, et vous la connaissez, le CHSLD Erin, dans l'ouest de l'île. Ces 2 personnes-là retournent à leur résidence et contaminent ces 2 CHSLD. Alors là, le virus fait des victimes dans l'ouest de Montréal. Et comme les employés dans les CHSLD avaient l'habitude avant la COVID de travailler dans plusieurs CHSLD pour faire leurs heures, ils se mettent à contaminer plusieurs CHSLD. Et là, ça traverse jusqu'à Laval et donc ça se rend dans Montréal-Nord et Hochelaga où beaucoup de travailleurs dans les CHSLD habitent. Alors, on est rendu là et c'est ça le parcours que j'ai fait et que la presse a fait dans les photos que vous voyez. Ces images-là qu'on voit présentement de plusieurs photos prises au travers des fenêtres, Martin, est-ce que ça fait partie des photographies que tu as fait avant d'être capable d'entrer dans les CHSLD et de faire le travail à partir de l'intérieur avec… Les deux. Je vais vous dire, là, le travail au travers les fenêtres, c'est marquant
pour la couverture de cette crise-là. Parce que nous, à la presse, on a eu 2 occasions d'aller en CHSLD. Le devoir a été une fois, puis en CHSLD, puis une fois dans un hôpital. Puis Radio Cannes TVA, un petit peu, mais on n'a pas eu beaucoup accès. On n'a pas pu travailler de l'intérieur. Mais je peux vous dire là, que j'y retourne la semaine prochaine. Là, je ne vous dirai pas exactement tout, là, mais j'y retourne la semaine prochaine 3 jours. OK. Parce que je suis curieux de savoir, Martin, la réaction des employés dans les CHSLD quand ils te voyaient arriver avec une caméra, puis aussi des patients, des personnes âgées, là, tu sais. Comment ils réagissaient quand ils te voyaient, puis ils photographiaient autour, puis... François, c'est une super question parce que... Merci. C'était... OK. Premièrement, réaction. Tout le monde qui nous parle pleure. OK? Le médecin, le propriétaire, ça pleurait tout le temps. Ou pleurer ou avoir de fortes émotions. Quand nous, on est arrivé à Laval, l'armée venait juste d'arriver. C'était l'armée, mais c'était des infirmiers de l'armée, ils étaient quelques-uns. Il y a une madame qui nous racontait qu'il y a une nuit, quand elle est partie, il n'y avait plus personne. Elle a appelé les pompiers pour leur dire, s'il y a une alarme, vous venez, là, tout le monde vient, là, parce qu'il n'y a personne pour sortir les malades. Il n'y a plus personne. Ah ouais. Les CHSLD, là, même encore la semaine passée, là, il y a des CHSLD qui ont été complètement abandonnés par les employés. Et là, il faut faire attention, là, quand je dis abandonnés, c'est pour des bonnes raisons. Les employés sont en quarantaine, les employés sont malades, il y en a, tu sais, toutes des bonnes raisons, mais au final, beaucoup de CHSLD sont ramassés avec aucune force vive là, pour prendre soin des gens. J'ose te couper parce que je vois à l'écran présentement une des photographies qui m'a le plus frappé que tu as fait de ce travail-là avec cet homme-là. Et puis, bon, la civière, et il y a quelque chose de surréaliste dans cette image-là. Absolument. Imaginez, là, moi, je n'étais pas prêt à ça. C'est ça que je vous racontais tantôt. J'étais au CHSLD. J'attends et c'est ça que j'ai vu. Là, il y en avait d'autres. Je ne les ai pas toutes mis. Là, ça sortait les corps un après l'autre. Et là, on ne savait pas qu'il y avait encore une crise en CHSLD. Ça, c'est le début de la crise. C'est vraiment là que ça s'est passé. Et là, après, ça a été un effet domino. On s'est rendu compte qu'il y avait Aaron, celui-là à Laval, il y en avait un autre à Laval, il y en a partout. Là. Et c'est encore comme ça. Tu sais, quand on dit qu'il y a 70 morts là, à chaque jour, OK, aujourd'hui 70 morts, la photo que vous voyez là, c'est 70 fois ça. Moi, ce qui m'étonne en voyant cette photo-là, c'est que les gars, ils n'ont aucune protection. Là. Ils ont... Non, ça se trouve être les services funéraires. Et là, ils ne savaient pas, eux. Là, parce on est au tout début. Ils ont mis des gants, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Là. Les gens ne réalisaient pas encore l'importance de le pouvoir contaminant de ce virus-là qui est d'une grande importance. Absolument. Il faut tout le temps se mettre dans le cas du moment qu'on a juste te raconter rapidement, puis Daniel le sait, moi, quand je suis revenu de la Chine au mois de février, je te parle du 14 février, j'ai fait le vol Beijing-Vancouver avec un masque tout le long. Les hôtesses étaient habillées avec des masques, des lunettes et tout. T'sais. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Vancouver, le monde n'avait pas de masque. C'était comme bienvenue au Canada. J'en revenais pas. C'est au 14 février que je te parle. J'en revenais pas qu'il n'y avait aucune protection. Là, anyway. Cool, hein? Mais je reviens, François, à ta question parce que j'aimerais ça y répondre plus longuement, si tu me permets. Ouais. La réaction, là, par rapport à mon travail, c'était fais des photos. OK? Montre-le au monde. C'est quoi, à quoi ça ressemble? Montre-le au monde à quel point on est démunis.
montrer au monde le travail qu'on fait, tu sais, puis ils étaient, et c'est encore comme ça, extrêmement émotifs. Les gens, les résidents des CHSLD, leur réaction, c'était comme neutre, c'était un peu spécial. Vous allez voir un peu plus loin, je pense qu'on l'a vu, là, mais il y a une madame dans sa chambre. Elle voulait que je rentre, que je fasse un portrait d'elle. Et elle avait la COVID-19. Fait que je suis rentré dans sa chambre quand même. Puis, mais j'ai fait la photo. Mais, tout le monde avait la COVID. Là. J'ai presque pris une douche au purel. Ah ouais. Est-ce qu'il fallait que tu nettoies ta caméra, ton équipement tous les jours? Puis... Ouais. Oui, là-bas, ils m'ont donné des lingettes comme quasiment à l'eau de Javel. Puis avec une solution, c'était un truc qui est médical. J'ai lavé toutes mes caméras. Je les ai laissées 72 heures dans ma voiture avec mon linge. Je m'étais emmené un kit de rechange. Je me suis changé dans le stationnement. Écoute, il y avait vraiment un risque que j'aille la COVID assez élevé. Tu peux-tu nous parler rapidement, parce que je sais que ça intéresse du monde aussi, ton équipement. Quand tu travailles comme photojournaliste, tu te promènes avec quoi comme équipement, puis qu'est-ce que tu as? Bon, quand on fait un truc comme en CHSLD, je veux pas avoir 3 caméras puis tout ça, là. OK? Il faut que tu sois super léger. J'ai longtemps travaillé avec un Leica que j'ai vendu à un de mes amis. Et là, j'étais avec un boîtier Canon avec un zoom qui est 24-70 mm. C'est tout. Un zoom ouverture 2.8. Ouais, souvent, la combinaison qui nous permet de faire pas mal tout ce qu'on veut dans les faits. Exact. Ce pas des objectifs qui sont super bons là, pour le piqué puis la saturation des couleurs, tout ça. Mais dans ces contextes-là, c'est idéal. Mais j'ai, en ce moment, j'ai une 24 puis une 35 mm fixe. Puis j'ai 3 boîtiers. J'ai un 5D, j'ai 2 1D. Mais je pense que dans un contexte comme celui-là, l'essentiel est peut-être ailleurs qu'au niveau essentiellement du piqué. Là. Même si l'équipement dont tu parles, c'est bon, mais on parle d'autre chose. Ce qui fait la force, la qualité de la photographie, c'est pas le piqué, on est ailleurs. C'est ça. Ça prend un équipement que tu es confortable avec, tu sais, un équipement que tu es confortable, tu connais tu peux régler les réglages rapidement, puis pas le temps de niaiser pour prendre la photo. Là, exact. Ouais. Ces boîtiers-là, je les connais. Les yeux bandés, je serais capable de tout régler l'appareil. Mm-hmm. Il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans cette approche-là que tu as de l'extérieur des fenêtres, Martin, parce que c'est peut-être la réalité que les gens ont vécue aussi. Quand les gens regardent ça de l'extérieur, le passant qui passe devant un CHSLD savait très bien qu'il n'y avait pas accès. Les gens qui connaissaient des gens qui étaient en CHSLD, ou sans être en CHSLD, mais dans des résidences pour personnes âgées aussi, on n'avait plus accès à ces gens-là. On ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas les voir. Il restait seulement les fenêtres. Puis, tranquillement, au travers des informations, les nouvelles et des reportages comme celui que tu as fait et que tu continues toujours à faire, ça nous permet de voir davantage c'est quoi cette réalité-là à l'intérieur. Puis, ça nous permet de voir, de comprendre que ce qui se passe là, c'est vraiment important. Oui, la fenêtre est au centre de toute cette histoire-là. Bien, je disais, après les morts et tout ça, là, mais tout s'est fait au travers des fenêtres. Les familles visitaient leurs parents qui étaient en CHSLD de l'extérieur vers l'intérieur à travers la fenêtre. Les gens regardaient, ils n'avaient pas accès à l'extérieur, ils voyaient l'extérieur à travers la fenêtre. Donc, la
la fenêtre, pour moi, est très présente et c'est pour ça que j'essaie de lui donner une place prédominante dans le travail que je présente ce soir. Parce que c'est pour quand tu l'as connu, c'est vraiment présent. Puis les photographes qui ont couvert ça vous le diront. Tout est passé par là. J'ai une question pour toi. Mis à part le côté esthétique que toi, tu peux trouver comme photographe, est-ce que certaines photos, tu t'es auto-censuré parce que tu trouvais ça trop intense à montrer ou trop heavy? Et deuxième point dans ma question, est-ce que ça t'arrive d'être censuré par, peut-être tu ne diras pas, là, mais par ton éditeur, ton journal pour te dire non, ça, on ne peut pas mettre ça parce que c'est trop heavy? OK, OK. Je me suis auto-censuré un petit peu en CHSLD. En fait, il y avait vraiment des personnes qui étaient très démunies, qui étaient très vulnérables, qui n'étaient pas en état de me répondre correctement s'ils acceptaient ou non de se faire prendre en photo. Et par respect pour eux, puis la situation, j'ai camouflé leur visage en utilisant soit les préposés ou parce que. On en voit une, attends, je vais juste revenir parce qu'il y en a une, là, si tu me permets. Ouais, tu peux la montrer, François, on comprendrait bien. Ouais, attends un peu, là, c'est celle-là. Ouais, exact. Oui. Fait que, c'est sûr que cette madame-là est morte, là. Fait que, je ne vais pas avoir une personne vulnérable qui est en mourante, qui a la COVID, puis que je n'étais pas en mesure aussi de contacter les familles, de faire toute une démarche. Et le propriétaire de l'endroit qui nous laissait travailler, c'était préférable qu'avec certaines personnes mourantes, là, qu'on ne voulait pas avoir de problème, moi non plus. Tandis que la photo d'après, François, celle qu'on voit. Si tu me permets, dans le cas de cette image-là qu'on vient juste de voir, puis tu peux rester sur celle-là, François, ça va. Mais dans le cas de l'image précédente, oui, celle-ci, je considère que l'essentiel de cette photographie-là n'est pas l'identification de la personne. Exactement. Mais qu'est-ce qu'il vivait, puis ça, on le ressent. C'est clair, c'est évident. Parce que moi, je veux pas être. Je veux que quand on regarde ces photos-là, plusieurs mois après, qu'ils prennent un sens plus grand que le breaking news. Madame Gagnon est morte, est soignée, est morte. Oui, parce qu'il y a des milliers de Madame Gagnon. Exactement. Et je vous en parle, mais j'en ai fait des photos où on voit les visages. Comme cette madame-là, elle a la COVID. J'ai aucune idée si elle est vivante encore. Je pense, d'après moi, non. Peut-être que oui. Mais à ce moment-là, on voit bien qu'elle n'est pas mourante. Elle était. Donc, elle avait toute sa tête pour me dire qu'elle acceptait, etc. Et donc, j'ai pu travailler et avoir cette photo-là. Bien, j'ai une question à te poser parce que tu dis, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. Est-ce que, comme photographe, photo-reporter, puis tu as été aussi dans d'autres endroits, peut-être un petit peu plus heavy là, sur la planète, est-ce que tu es capable facilement, toi, de te détacher comme photographe ou ce genre de situation-là vraiment t'affecte humainement, puis même des fois, ça peut vraiment t'affecter là, personnellement? Là? Pendant vraiment longtemps, je disais que ça ne m'affectait pas. Mais je constate depuis, en vieillissant peut-être avec l'expérience que, ouais, je pense que ça me touche. Je pense que oui, ça m'affecte. Ça m'affecte, moi. Ouais.
Tout ça, m'amener, ça s'accumule, puis... mais tu parlais de censurer, là. Une fois, Ouais. je couvrais la famine au Niger. L'histoire, essentiellement, c'était des enfants qui mouraient de faim. Donc, on arrive là. Bon, là, ça fait quelques années, il n'y avait pas encore Internet en Afrique. Fait qu'on avait un téléphone satellite. Et le journal nous appelle, la presse nous appelle, ils disent Martin, envoie-nous ta photo la plus choc, parce qu'on va mettre ça en une. Ah, pas de problème. Dans ce temps-là, on envoyait une photo là, de tout ce qu'on pouvait faire. Ça prenait 1 heure à envoyer une photo. Fait que j'envoie une photo et le téléphone sonne, le téléphone satellite sonne et ils me disent T'es-tu malade? On ne publiera jamais ça. Fait que, ils m'ont dit envoie-moi une photo vraiment soft. Fait que, oui, j'ai été censuré. Ça m'ont dit parce que ma photo était la moins difficile que j'avais, des photos difficiles que j'avais. Parce que je me disais, si on veut sensibiliser le monde là, à ce qui se passe au Niger, au fait qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de famine, il ne faut pas leur montrer un enfant souriant qui n'est pas malade. Je disais, moi, je trouvais qu'on passait à côté du point. Puis l'éditeur, Philippe Quentin de l'époque, lui, il ne voulait pas déranger les lecteurs. Là, fait que oui, ça m'avait choqué. Mais par contre, Philippe, il s'est bien repris parce qu'il avait fait un cahier spécial 2 semaines plus tard avec tout notre grand reportage et mes photos chocs ont toutes été publiées. Fait que, je pense qu'il avait réfléchi à ça puis il était revenu sur sa décision. Toi, comme photographe, as-tu des discussions avec ton éditeur ou quant au choix des photos ou tu envoies les photos et c'est eux autres qui choisissent? Non, ben oui, toutes les réponses sont vraies. Parce qu'il y a des fois, on envoie les photos, on n'a même pas le temps de leur parler, c'est eux autres qui choisissent. Mais moi, parce que je fais des reportages sur un peu plus long terme, un peu plus en profondeur, quand je fais ce type de reportage-là, j'ai beaucoup de discussions avec le pupitreur, le graphiste, l'éditeur, avec tout le monde. Et je leur montre ma sélection, je leur explique ma démarche. Et je dois dire que dans 95% là, du temps, mes photos sont publiées telles que je veux. Mais pour les unes de section et de la presse, il y a toujours une variable, là, ça prend de l'espace pour titrer, etc. Donc ça, des fois, ils ne prennent pas une photo que j'aurais souhaité, mais à faire. Mais il y a aussi un truc, des fois, on s'attache comme photographe à des photos et on a des chefs de pupitre qui sont très expérimentés à la presse qui, eux, ne sont pas attachés à mes photos. Ils n'ont pas d'émotion. Les autres vont arriver et vont dire la nouvelle, c'est la bataille de Montréal contre la COVID. Bien, c'est une photo du centre-ville de Montréal. Ça devient davantage une image et une représentation de quelque chose qu'ils te demandent. Alors que toi, tu dis, non, mais là, ça, j'ai réussi ça, là, j'ai une super photographie, tout est là, je voudrais mettre ça de l'avant. Puis ils disent, ouais, mais c'est pas vraiment le message qu'on veut passer. Mais je fais juste une parenthèse, les photos que vous voyez, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait quand tout est abandonné, il n'y a personne dans la rue qu'on veut aller faire de la photo, ben j'ai fait les photos de rue vide. Et j'adore cette photo-là d'ailleurs, excuse-moi, là, la photo avec la loi ou la pernache, là, je sais pas trop. Ouais. Ça, je pense que ça représente bien. Les animaux pouvaient aller dans la rue sans danger. Donc, j'ai fait les rues vides. J'ai été aussi parce que le parc des îles de Boucherville était fermé depuis plusieurs semaines. Je les ai convaincus de me rendre là-bas, faire les photos des animaux qui avaient repris contrôle sur tout le parc. On a des chevreuils n'importe où. C'était le party là-bas. C'était vraiment cool à faire. Je me promenais en vélo tout seul. Je prenais les animaux en liberté dans les espaces que les humains occupent habituellement.
C'est une réalité d'ailleurs qui est internationale, hein, parce que la plupart des grandes villes sur la planète ont vécu ça. Des animaux qui ont repris un peu plus d'espace à l'intérieur des villes. Paris était rempli de canards dans les rues. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. C'est un nouveau regard sur les villes. Exact. Puis, c'est quoi? C'est exactement ces reportages-là qui m'ont inspiré. Moi, tous les jours, je lis partout et je copie des idées. Là, je m'inspire. L'idée des animaux en liberté, en fait, il y avait eu un article qui disait que dans le parc de Yosemite aux États-Unis, il n'y avait jamais vu autant d'animaux. Fait que je me suis dit, bon, mais j'ai juste à faire ça avec un parc dans la région de Montréal et le parc des îles de Boucherville. C'était parfait, mais ils m'ont refusé à tous les médias. Et j'ai écrit une super lettre que j'ai envoyée au président de la CEPAC. Et il m'a trouvé bien convaincant. Il m'a donné accès au parc, finalement. Donc, j'étais le seul à avoir eu accès, puis c'était le fun. Martin, ça m'amène à une question de fond que je considère qui existe depuis de nombreuses années, c'est l'accès aux situations, aux gens, à la rue, à certains lieux pour pouvoir photographier et documenter la vie et tout ce qui se passe, que ce soit vraiment quelque chose de très actuel ou quelque chose de beaucoup plus large, semble être, ne semble pas être devenu difficile, mais est devenu très difficile parce que tout est complexe pour être capable de pouvoir faire notre travail. Alors, moi, je trouve que les accès sont de plus en plus difficiles. Et particulièrement en ce moment, pendant cette pandémie, les accès journalistiques, les accès au public via les médias sont extrêmement difficiles. Moi, j'ai la chance de travailler dans un journal quand même assez influent et ça nous a donné un peu d'accès, mais les accès sont de plus en plus difficiles. C'est comme un peu bizarre, c'est parce que je trouve que tout le monde fait des photos, se photographie dans toutes les situations sur les médias sociaux, mais les organisations ont comme découvert le pouvoir des médias sociaux et de l'image et de l'information. En fait, c'est que tout ce qui est organisé réduit les accès. Et on voit là, de plus en plus, c'est difficile, il faut convaincre, c'est vraiment pas évident. Martin, dans le cas de tes reportages pour la COVID et les CHSLD, est-ce que les accès ont été difficiles à cause de la peur de la contamination ou parce que c'est vraiment le gouvernement qui essaie de pas montrer le mauvais côté ou peut-être pas le gouvernement, là, mais quelqu'un. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est par censure? Oui, par censure. J'hésite à répondre, puis je pense que c'est un mélange de plusieurs affaires. Il ne voulait pas qu'on monte En fait, il ne voulait pas que le monde ait peur. Je pense que le gouvernement ne voulait pas. Déjà, on avait peur. Il ne voulait pas qu'il y ait plein de reportages où on voyait le monde mourir, on voyait les cadavres sortir. On voyait surtout des CHSLD complètement abandonnés. Là. On voyait des résidents abandonnés dans les CHSLD. C'est ça qu'il ne voulait pas. C'est cette image-là qu'il ne voulait pas diffuser. Oui, aussi, il faut le dire, il manquait d'équipements de protection pour tout le monde. C'est contagieux. Oui, il y avait peur. Ils avaient une responsabilité aussi de s'il introduit des journalistes qui sont contaminés. Ils ne voulaient pas avoir ça sur les bras, etc. Mais dans le fond, comme tu le dis, j'ai été intégré à l'armée à quelques reprises. J'ai couvert des guerres. C'était bien plus dangereux que d'avoir la COVID-19. Mais on dirait que le niveau d'émotion est tellement élevé à ce moment-là qu'ils ne voulaient pas avoir les journalistes d'impact en plus. Puis, on avait affaire à du personnel en CHSLD
étaient sous pression, fatigués, sous tension, qui travaillaient, je vous le jure, là, 18 heures par jour pour essayer de prendre soin du monde. La plupart étaient en quarantaine, malades, désertés, tous les problèmes que vous connaissez. Ils ne voulaient pas avoir un journaliste en plus d'impact. Tout ça, c'est pas juste la censure, oui, mais c'est toutes ces raisons-là faisant en sorte qu'on n'avait pas accès. C'est de la peur, beaucoup de peur. La peur de tout, la peur d'avoir peur. Oui, la peur de l'inconnu, la peur que ça prenne des proportions qui n'ont pas de sens, la peur. Mais c'est une peur qui est réelle, c'est une peur qu'on voit partout. C'est la même chose sur la rue. J'ai fait une photographie à un moment donné d'un agent de sécurité à la sortie d'un Jean Coutu qui contrôlait un peu les entrées. Et puis, le type m'avait dit, ben écoutez, pouvez-vous arrêter de me photographier parce que j'ai droit à ma vie privée, alors qu'il y avait un masque et des lunettes fumées. Il était méconnaissable. Donc, on parle de ça. Je lui ai dit ça, puis il est resté quand même sur sa position. Alors, mettons pour le gouvernement, les ministères, tout ça, si on pense à la crise migratoire de 2018. Oui, que tu as couvert d'ailleurs. Exact. La crise migratoire, là, ça faisait presque un an que ça durait, mais on dirait que dans l'actualité mondiale et canadienne, ça pognait pas. C'était comme pas, ça touchait pas le monde. C'était là, c'était comme jusqu'au jour où on a vu le petit sur la plage. C'était quoi son nom? Eliane, c'est ça, Eliane? On est proche, François. En tout cas, Claude, sur la plage, là, quand on a vu le corps de cet enfant de 5 ans couché face contre le sol sur la plage, la crise migratoire, c'est devenu une priorité mondiale. Tous les États, l'Allemagne, toute l'Europe, les États-Unis, le Canada ont dit qu'il faut faire de quoi. Ça a pris cette photo-là pour prendre l'événement là et l'amener à un niveau international où là, les gens ont fait « Oh my God, c'est épouvantable », que ça s'est mis à toucher tout le monde. Et là, on a vu un changement de ton par rapport à ça. Ben, c'est comme la photo au Vietnam là, de la fille avec le napalm. Il y a tout le temps une photo à un moment donné qui va sortir et qui va faire réfléchir les. Ça, c'est le pouvoir de la photographie. Exact. Fait que tu ne veux pas ça dans un CHSLD quand tu es en pleine crise. J'ai une question à te poser parce que tu parlais de toutes sortes de gens qui prennent des photos, puis là, on a beaucoup les réseaux sociaux, les Instagram de ce monde, puis tout ça. J'aimerais savoir ton opinion sur. On entend des fois parler de journaux que je nommerai pas, mais qui disent aux gens, ben, envoyez vos photos, on va les publier. C'est comme rendre le citoyen photojournaliste. Puis, as-tu une opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves-tu que l'arrivée des téléphones cellulaires, tu comprends ce que je veux dire? Là, tout? Oui. Ben, moi, ma réponse est plate et pas le fun. Ben, vas-y. C'est à nous d'être meilleurs. C'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. C'est comme être devant le tsunami. On ne pourra pas arrêter le tsunami. C'est à nous de trouver une façon de faire des choses que personne ne fait. De mettre vraiment nos connaissances et notre talent photo à son meilleur, trouver des angles. Et je pense qu'il y a vraiment moyen d'être bon et de tirer son épingle du jeu, mais c'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est vraiment pas facile. Je suis d'accord avec moi, ça me frustre de voir les médias utiliser les gens pour avoir des photos gratuites. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, le but, c'est d'occuper un espace gratuitement dans leurs médias. Les photographes ont toujours été la dépense facile à couper dans
dans tous les médias, particulièrement au Canada et au Québec. Puis souvent, les journaux sont dominés par des journalistes écrits qui ont de la misère à reconnaître la valeur de la photo. Ça explique de toute façon pourquoi nos images ont été si souvent recoupées, recadrées, alors qu'elles perdaient souvent une grande valeur esthétique qu'elles avaient au moment de la prise de vue, au moment où on l'a présenté, parce que ça devenait accessoire. Exactement. Et tout le monde a vécu ça, et ça depuis de multiples décennies. Alors, n'importe qui est publié dans un journal sait de quoi je parle, c'est ce qu'on a vécu. Martin, on arrive à la fin de notre entrevue, puis j'ai... Je posé une question, mais... oui, mais sûrement quelques questions. Mais moi, j'en ai une pour Martin au départ, parce que je me demande, Martin, je t'écoute depuis tantôt, je me dis, est-ce que j'écoute un photographe qui a une préoccupation humaniste importante, ou est-ce que j'écoute un humaniste convaincu qui a choisi la photographie pour dire ce qu'il pensait? Puis je ne te demande pas de répondre à ça, mais c'est ce qui ressort, parce que ce que je sens de toi, ce que je sens de ton travail, parce que je trouve ça vraiment, vraiment génial qu'il y ait des photographes qui continuent à travailler de cette façon-là, avec une conviction humaine aussi importante, aussi profonde, puis c'est de toute évidence. Maintenant, François, je te laisse la parole pour les questions. Jeff a une question. On va démuter Jeff. Vas-y donc, Jeff. Merci, François. Martin, merci aussi. La rencontre, c'est extrêmement intéressant. En fait, j'ai comme deux questions, mais je vais aller une à la fois. La première, c'est quoi votre point de vue sur ce qui se passe aux États-Unis présentement, le traitement des médias, des journalistes pendant la situation qui se déroule présentement aux États-Unis, parce qu'on voit beaucoup d'histoires des journalistes qui sont maltraités par la police et que leur travail est rendu extrêmement difficile par les autorités. Fait que je voudrais juste savoir un peu votre opinion là-dessus. OK, je pense que tu avais posé d'autres questions. Premièrement, ce qui se passe aux États-Unis, toute la question raciale me préoccupe depuis toujours. Dieu merci, on n'a pas ce lourd passif racial ici au Canada, au Québec. Par rapport au travail des photographes et des policiers, moi, je dois dire là, que dans toute ma carrière, qui est encore jeune, malgré mes 20 ans de carrière, ça a toujours été difficile. Les policiers ont toujours été quand même assez brutaux avec les photographes. Ça a toujours été difficile. Là, je comprends qu'aux États-Unis, je crois que toute la question des médias, la place des médias, en fait, Trump attaque les médias depuis qu'il s'est présenté à la présidence et peut-être pour une tranche de la population, en plus de ne pas avoir confiance aux médias, ils ne les respectent plus et ils sont devenus l'ennemi parce que leur président dit lui-même que les médias sont un ennemi de l'Amérique. Et effectivement, moi, je trouve regrettable ce que j'ai vu des journalistes, beaucoup de journalistes blessés. Rappelons-nous, ici en 2012, lors des manifs étudiantes, il y a eu, je veux dire, des dizaines d'arrestations de journalistes. Et il n'y avait pas de question raciale. C'est arrivé là, tous les jours où il y avait des journalistes arrêtés. Ta deuxième question, ça? Deuxième question, c'est en photojournalisme, c'est quoi l'importance de l'aspect technique de photographe comparé à d'autres éléments? Mettons dans une situation où vous êtes en Afghanistan, dans une situation assez intense ou dangereuse. Je ne veux pas dire qu'est-ce qui est plus important, mais quelle est la comparaison entre la maîtrise technique de l'appareil contre d'autres éléments pour pouvoir faire votre job?
Ouais, mais Jeff, on doit maîtriser parfaitement notre boîtier parce que les choses vont très, très, très rapidement. Et je dirais que le truc numéro un là, que j'ai appris des plus grands, là, comme Jacques Nadeau qui m'a enseigné le photojournalisme, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'on peut anticiper un peu ce qui va se passer puis se préparer, préparer techniquement notre prise de vue. Mais en photojournalisme, on va droit au point. Là, on ne peut pas se permettre de réfléchir 10 secondes avant de prendre une image. L'image, ça se passe en 1 millième de seconde. Donc, on doit faire des choix au préalable puis vivre avec. Quand on travaille manuellement, ben, il faut bien connaître la lumière. En fait, il faut avoir une excellente technique, une maîtrise de la technique pour que quand les événements se passent, on va prendre une manif, que l'élément technique, qu'on n'y réfléchit pas. On se concentre sur l'image. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un manifestant qui est là, j'ai un policier, le manifestant crie, il hausse la voix, il commence à l'insulter. Le policier s'approche. Là, moi, je me dis, c'est ça qu'il va y avoir un clash. Est-ce que je suis positionné au bon endroit? Est-ce que j'ai choisi le bon camp, le bon angle? Est-ce que je suis au bon endroit avant que l'événement se passe? C'est ça, je vais avoir le temps de penser à ça et de ne pas penser à j'ai-tu la bonne ouverture, la bonne vitesse, le bon Dieu. On a une question de Gaëtan. Vas-y, Gaëtan. Oui. Salut Martin, ça va bien? Oui, très bien, Gaëtan. Excellent. Je suis arrivé un peu sur le tard. Je ne sais pas si la question que je vais poser, ça a déjà été parlé au début. Je suis arrivé à peu près à 15-20 minutes en retard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer en photojournalisme comme ça? Parce qu'on s'entend que ça prend un cœur solide pour faire quelque chose comme ça en photographie, surtout dans différentes situations qui peuvent être des fois très vies. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ben moi, je m'en vais en photojournalisme? Ben, en fait, j'avais comme fini, j'avais pas fini tout à fait mon cégep encore, mais j'allais plus à l'école. J'avais pris une pause, je voulais voyager, donc j'ai voyagé en Europe, j'ai rencontré un photographe en Italie, qui lui est un photographe genre touristique. Je suis revenu ici, j'avais toujours vraiment trippé sur la photo, mais je pensais jamais en faire un métier. Et à ce moment-là, c'était à l'automne, genre septembre ou septembre, il y avait le magazine Photo qui faisait un spécial sur le festival de photojournalistes de Perpignan. Ouais. Et c'était la guerre en Yougoslavie, maintenant. Donc, c'est la guerre en Yougoslavie. Et il y avait James Natchway, Ron Avid, toute la gang de Seven. Et moi, ça me fascine. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment intéressé à ça et ça n'a vraiment pas pris de temps que je me suis dit que je voulais faire ce métier-là. Mais c'était, bon, là, je parais vieux, mais c'était avant Internet et on n'avait presque pas accès à l'information. Fait que photojournaliste, j'avais le magazine Photo. Il y avait des livres à la bibliothèque. Moi, j'étais à Sainte-Foy. Ma bibliothèque municipale n'avait presque pas de livres de photos. Fait que ça a été un long départ, mais je pense que mon côté humaniste, mon cœur qui se soucie des autres et des conditions humaines était présent. Puis ça a été comme une combinaison des deux. Puis j'ai décidé d'aller dans cette voie-là. Puis je rêvais de travailler à la presse parce que j'avais identifié que c'était le meilleur endroit au Québec pour faire ce travail-là. Je n'ai jamais regretté. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va conclure. Oh, attends. Antoine a une petite question. On va le laisser aller. Vas-y, Antoine. Démute-toi. Démute ton micro. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, vas-y. Je voulais dire que mon micro fonctionnait bien. Merci d'abord pour tout ce que vous dites depuis tantôt. C'est super intéressant. Je sais que vous faites aussi de la photo plus de rue. Je me disais, c'est quoi les défis en ce moment quand les rues sont vides, justement, pour faire quelque chose d'intéressant versus ce que vous faisiez avant, côté photo de rue? OK, bien.
Excellent. Moi, j'adore la photo de rue. Je suis très inspiré. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment la photo de rue, une de mes grandes inspirations, c'est Alex Webb. Alex Webb, allez sur Google, là, je vais l'écrire dans le chat. J'ai été voir son expo aussi à New York. Alex Webb, c'est un grand de la photo de rue. Je vais vous montrer une photo. Plusieurs l'ont peut-être déjà vu. Il y a toujours moyen de faire une bonne photo de rue, même quand il n'y a personne. Je vous ai montré tantôt, il y avait une photo avec une garnache. C'est une photo de rue. Le soleil, lui, même si confinement, il n'arrête pas. Donc, les ombres, les lumières sont présentes. Vous avez vu, même dans la sélection de photos que je vous ai montrées sur la COVID, c'est rempli de photos de rue là-dedans. Le but de la photo de rue, c'est quoi? C'est de soit montrer une lumière exceptionnelle, un jeu d'ombre et de lumière. S'il y a quelqu'un qui passe, c'est de l'intégrer à la scène. Et moi, ce que j'aime aussi dans la photo de rue par rapport au photojournaliste, c'est que là, j'ai le temps. Je m'installe, je cadre, je trouve moi, j'appelle ça un théâtre. Je trouve ma scène, je la cadre et j'attends les acteurs. Donc, j'attends que les gens viennent dans ma scène, viennent l'occuper. Ça, je n'ai pas le contrôle. J'ai juste à appuyer. Donc là, j'attends les gens qui arrivent, qui marchent, le soleil se déplace, ça change l'ombre. Puis moi, juste ça, ça me rend heureux. Et l'humour. L'humour en photo de rue, c'est très bon. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas humoristique dans mes photos, ça ne marche pas. Chaque fois que j'essaye, c'est une mauvaise blague. Fait que j'ai comme abandonné l'humour dans mes images, mais je me concentre plus sur justement avoir des ombres profondes. Tu sais, c'est de s'amuser dans le fond, mais c'est surtout d'apprendre à regarder. D'apprendre à regarder sans son appareil. Regarder avec ses yeux avant de prendre l'appareil. Ça, je te dirais, le meilleur conseil, je te dirais, c'est regarde avec tes yeux et pas au travers de l'appareil. Puis moi, je travaille beaucoup avec un appareil qui n'est pas un réflexe, donc on ne regarde pas à travers l'appareil. Donc ma vision n'est pas déformée. J'utilisais jusqu'à tout dernièrement un Leica, un M numérique, et ça me permet de faire des photos sans regarder dans l'appareil. C'est réellement ma propre vision. Et tout ça, c'est le plaisir de faire des images. Je te dirais, prends ton appareil et va te promener. Puis en ce moment, il y a plein d'affaires spéciales qu'on ne voit pas habituellement parce que la ville est fermée, la ville est différente. C'est une bonne occasion de faire de la photo de rue. Bon, ben merci beaucoup, Martin. L'heure est déjà même dépassée. Encore longtemps. Mais un grand merci, Martin, pour toute la franchise de ton propos et ta passion, surtout qui est évidente quand tu parles. Oui, puis j'espère que tu vas revenir peut-être pour un autre projet futur. Ça me fait plaisir. On continue, on aimerait ça te réinviter. Je vais juste, en terminant, parler des résultats de notre petit sondage de la soirée. Alors, la première question, c'était pour vous, des reportages photos, c'est essentiel. 100% on dit c'est essentiel, pas vraiment utile, 0%. Puis personne n'a répondu à « je m'intéresse juste aux photos de paparazzi ». Deuxième question, trouvez-vous important d'avoir des reportages photos dans des journaux tels que la presse? 100% on dit oui, 0% on dit non, le texte me suffit. Et personne n'a dit « j'aimerais plutôt le retour des bandes dessinées le samedi ». Je fais plus pour le retour des bandes dessinées le samedi. J'avoue que ça nous manque. Ça vous dérange si une photo a été modifiée en post-production dans le cadre d'un reportage photo? 74% dit oui, 26% dit non. Puis Martin, rapidement, est-ce que tes photos sont modifiées? T'es modifié en post-production? Ben, tu veux dire quoi comme modifié? Ben, est-ce que toi, ce qui sort de ta caméra, tu l'envoies puis that's it? Non. J'y travaille quand même pas mal. Mais quand je dis ça, il faut faire attention. Ouais. Je travaille le contraste. Je vais ajouter un peu de clarité à l'occasion. Je vais des fois mettre
ouvrir un peu les ombres, mais je le modifie. J'essaie que la photo respecte la réalité que j'ai photographiée. Et je n'ai pas le droit de rien enlever ou d'ajouter, naturellement. Fait que je n'ai pas le droit de dénaturer une photo par rapport à la réalité dans laquelle je l'ai prise. Okay. Je me permets une petite intervention. Là, je pense que dans les faits, Martin, ce que tu fais, c'est exactement ce qu'on faisait aussi à l'époque totalement argentique, où on ajustait certains éléments de la photographie. Je pense qu'on parle plus d'ajustement de la photographie que de modification. Alors, c'est je viens de faire une photographie dans un contexte intéressant, mais il y a François Nadeau qui était dans le fond que je ne veux pas voir, je le fais disparaître. C'est pas de ça qu'on parle. Ah ben là, on parle d'ajuster certains éléments au niveau de l'image. OK. Quatrième question. Oui, tu as quelque chose à dire? Oui, Martin? Oui, ce qu'on appelait burn puis dodge. Dodger, burning, c'est plus ce qu'on peut faire. Quatrième question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, un bon photographe de reportage doit aussi maîtriser la vidéo et les médias sociaux? 26% dit oui, 53% dit non. Et 21% ont dit qu'il faut aussi parler 6 langues, faire la cuisine et sortir le chien. Toi, Martin, c'est quoi ton opinion rapidement là-dessus? Un photographe indépendant, pigiste, oui, moi je trouve qu'il doit absolument être un spécialiste des médias sociaux. Il doit être capable de développer sa marque. Quand je dis sa marque, je ne veux pas dire influenceur, mais il doit être capable de promouvoir très bien son travail sur les médias sociaux. Oui, le multimédia, incluant, oui, possiblement de la vidéo. C'est bon. Puis finalement, pensez-vous qu'une photo peut changer la perception des gens sur un événement? On en a parlé un petit peu. 95% ont dit oui. 95% ont dit oui. 5% ont dit non. Puis 0 a dit si je me fais photographier avec ma maîtresse ou mon amant, ma perception va vraiment changer. Mais on en a parlé que des photos, ça peut changer la perception d'un événement puis des gens. Là, mais je sais qu'on n'a plus de temps, mais je vais faire comme Jean-Marc Parent, je vais défoncer. On défonce. Tu sais, les photos de rue déserte que j'ai prises, là, c'est bien touché parce que il est faux de dire que, mettons, pendant une demi-heure, j'étais sur une rue, je n'ai pas vu aucun véhicule. Il y en a eu des véhicules. Il y en avait très peu. Ouais. Ma photo, j'étais comme pogné, puis je vous en parle, je vais être transparent. Ma série de photos montre des rues qu'il n'y a personne et pas de véhicule. Mais c'est plus ou moins vrai. Mais c'est vrai aussi en même temps. Ouais. Mais l'important, c'est que ces photos expriment un moment de Montréal. À ce moment-là, les rues étaient désertes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais eu de véhicules et de piétons. Mais, vous comprenez, l'éthique, il y a aussi une forme d'expression de la photo. Le photojournaliste, même si c'est du journalisme, c'est une forme d'expression, puis il y a un certain parti pris dedans. Ce parti pris-là doit être juste et équitable. Tu as tout à fait raison. Là, Martin, tu as voulu dire que les rues de Montréal étaient désertes, puis comparativement à ce qu'on vit normalement, c'était vrai. J'ai vu ta photographie tout à l'heure du pont Jacques-Cartier où il n'y avait personne dessus. Moi, je me rappelle l'avoir traversé à une heure où normalement c'est l'heure de pointe, puis avoir eu le même sentiment qu'on retrouve sur ta photographie. Alors, je pense que c'est une réalité qu'on a tous vécue. C'est vrai que les rues étaient désertes. C'est vrai que je me suis promené sur Saint-Denis et que j'avais l'impression qu'il n'y avait personne, même si je voyais quelqu'un très loin, mais j'avais un sentiment de rue déserte. Et en ce sens-là, je pense que ces images-là sont un mensonge. Exact. Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. Daniel, as-tu quelque chose à nous dire pour la semaine prochaine? Bien, écoute, on n'a pas beaucoup de temps, mais la semaine prochaine, on a André Boucher comme invité. André, qui est un photographe extrêmement talentueux, avec beaucoup d'expérience, qui, effectivement, a fait ses premiers pas en photojournalisme il y a, je ne dirais pas combien d'années, de peur qu'il me dise, il dit ouvertement en ligne qu'il était vieux, et qui a fait tout un passage vers l'art contemporain et tout ça. Alors, c'est notre invité de la semaine prochaine. OK, bien, merci beaucoup. Merci encore, Martin. C'était vraiment intéressant. Merci, Martin, beaucoup.
Et bonne semaine à tout le monde. À la semaine prochaine. Bye. Bonne semaine.